Eh bien, je propose de commencer, étant donné qu'on a un planning un peu chargé aujourd'hui. On va avoir plusieurs interventions. Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce troisième webinaire dans le cadre d'un cycle de webinaires du programme Les Générateurs Bretagne. Donc aujourd'hui, on va discuter de comment concilier énergie renouvelable et préservation de l'environnement. Gros sujet qui nous attend. Peut-être avant de commencer, un petit mot sur le programme générateur. Si Lorraine, tu peux passer à la slide suivante. Donc le programme générateur, c'est un programme qui est soutenu financièrement par l'ADEME et la région, qui permet d'apporter de l'ingénierie sur les projets photovoltaïques et éoliens aux collectivités pour les accompagner sur ce type de projet, donc sur la filière éolienne et photovoltaïque. Plus concrètement, ça permet d'avoir un conseiller qui sont par département, qui sont hébergés par les syndicats d'énergie. Donc là, vous avez la petite cartographie en fonction de la localisation, si vous êtes une commune et que vous avez besoin d'accompagnement sur ces sujets-là. Et ensuite, vous avez aussi une adresse plus générique, générateur@brezalec.bzh. Donc c'est une adresse Brezalec parce que l'animation régionale du programme Les Générateurs est portée par trois structures, à savoir Brezalec, le pôle énergie Bretagne et Atlanson. Donc comme je le disais, on est sur le troisième volet d'un cycle de webinaires qu'on a commencé au début janvier. On a eu un premier webinaire plutôt sur le réseau électrique et son adaptation à l'intégration des ENR avec RTE et Enedis. On a eu un deuxième volet sur les modèles économiques, les nouveaux modèles économiques où on a pas mal parlé d'autoconsommation individuelle, collective, mais aussi de partage de la valeur. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la conciliation des énergies renouvelables avec la préservation de l'environnement. Vous avez le lien aussi vers les différents replays des webinaires précédents. Vous aurez la présentation, hein, on vous l'enverra suite au webinaire avec le replay aussi. Le webinaire est enregistré. Tu peux passer, Lorraine. Et donc juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement du webinaire aujourd'hui, donc les webcams et les micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de conversation du webinaire. Et en fonction, soit on pourra prendre le temps de les prendre à l'oral, d'avoir un intervenant qui vous répondra à l'oral, soit on répondra aussi à l'écrit en fonction des questions et en fonction du temps qu'on a aussi. Donc pour entrer dans le vif du sujet au programme aujourd'hui, on va commencer par parler du cadre réglementaire applicable aux espaces naturels, agricoles et forestiers, donc prendre un petit peu de hauteur pour commencer par vraiment le cadre réglementaire sur ces espaces-là. Ensuite, on va parler de ce qu'est une étude d'impact. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les intentes d'une étude d'impact et comment elle est constituée. Et enfin, pour mettre un peu en pratique ces éléments-là, on va avoir un retour d'expérience d'un projet photovoltaïque, le projet d'Okialok. J'en dis pas plus pour l'instant. Pour faire tout ça, on a 3 intervenants aujourd'hui que je remercie et qui vont pouvoir se présenter. Je passe la main à Nicolas, si tu souhaites te Merci, présenter. bonjour à toutes et tous. Donc, Nicolas Clément pour les services de l'État. Donc, moi, je suis l'adjointe de la chef du service planification, logement, urbanisme à la DDTM des Côtes-d'Armor. Et donc, mon service assure l'instruction des permis de construire qui relèvent de la compétence de l'État, donc notamment les projets énergétiques pour les Côtes-d'Armor et aussi pour le département d'Ille-et-Vilaine. Merci Nicolas. Je passe la main à Baudouin de chez Néodyme. Bonjour à toutes et à tous, donc Baudouin Martens, je suis responsable de projet au sein de la société Néodyme, hein, qui est une entreprise nationale. Et parmi les missions qui nous sont proposées par nos porteurs de projets, eh bien, figurent les projets photovoltaïques, d'énergie renouvelable en règle générale, et notamment photovoltaïque. Et je vous proposerai une présentation du contenu de l'étude d'impact, donc en partie 2 du webinaire. Et enfin Jean pour la troisième partie du webinaire de l'entreprise IEL. Donc bonjour, donc moi je suis Jean Couadalan, je suis le responsable du service développement donc au sein de l'entité IE
le développement. Et nous, donc, chez IEL et dans mon service, notre objectif, c'est donc de développer, d'identifier des sites et de développer pour obtenir les autorisations administratives pour des projets photovoltaïques ou éoliens. Et donc, on parlera Eh du ben, fameux projet d'Ocaloc en fin de webinaire. merci à tous les trois et sans plus attendre, je te laisse la main, Nicolas, pour la première partie. Ok, donc je vais vous présenter en une toute petite dizaine de minutes le cadre réglementaire applicable aux zones A et N, c'est-à-dire les espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc je vais faire une présentation volontairement globale, sachant qu'il y a plus d'informations dans le diaporama que ce que j'évoquerai à l'oral, mais vous pourrez vous y reporter après, et puis n'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Alors on va commencer tout de suite. Donc effectivement, les projets d'énergie renouvelable, que ce soit les éoliennes ou les parcs photovoltaïques au sol sur lesquels on va faire un focus aujourd'hui, dans tous les cas, ce sont des équipements collectifs et donc à ce titre, leur lieu d'installation privilégié, ce sont les zones urbaines ou les zones à urbaniser. Toutefois, les équipements d'intérêt collectif peuvent aussi trouver leur place en zone A et N, donc agricole, naturelle et forestière, selon un certain nombre de conditions que je vais évoquer aujourd'hui avec vous. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est en termes de droit de l'urbanisme? Donc un projet éolien, comme vous le savez déjà très certainement, un parc éolien terrestre, il est assujetti à un certain nombre de réglementations, notamment le code de l'énergie pour ce qui concerne son exploitation, le code de l'environnement puisque ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement, avec un régime déclaratif ou d'autorisation en fonction du type de parc, et il relève également du code de l'urbanisme au titre des permis de construire. Alors pour les éoliennes, l'avantage, c'est que tout cela est regroupé dans une autorisation unique, qu'on appelle aujourd'hui autorisation environnementale, qui est instruite par les services de l'État, et qui amène le préfet à rendre une seule et unique décision au titre de tous ces régimes administratifs. C'est quand même un grand intérêt. Et cette procédure prévoit, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, une étude d'impact et de danger, ainsi qu'une enquête publique. Et je le précise tout de suite, ça sera d'autant plus vrai pour les parcs PV au sol, mais c'est vrai de toute façon de toute installation ou construction. Même lorsqu'on est dispensé de demande d'autorisation d'urbanisme, on doit quand même respecter les règles d'urbanisme. Ça, c'est un principe du code. Et notamment, le plan local d'urbanisme peut être plus strict que la réglementation, c'est la liberté de la collectivité. Donc il faut à chaque fois aussi bien se référer à ce qui est prévu dans le plan local d'urbanisme. On va passer à la suite. Donc, comme je le disais, c'est vrai aussi pour les parcs photovoltaïques au sol, qui, alors pour le coup, eux, sont régis, entre guillemets, uniquement par le code de l'urbanisme pour ce qui concerne les autorisations d'installation, donc permis de construire ou déclaration préalable en fonction des caractéristiques du projet. Et l'enquête publique et l'évaluation environnementale dépendent également des caractéristiques du projet. Ça peut être au cas par cas, ça peut être systématique ou ça peut être dispensé. Pour vous donner des ordres de grandeur, en général, depuis quelques années, les projets qu'on nous dépose pour le régime des permis de construire, pas des déclarations préalables, mais des permis de construire, en général, on est autour de 8 à 10 mégawatts crête dans les projets déposés, ce qui représente généralement une dizaine d'hectares. Voilà, pour que vous ayez un petit peu des ordres de grandeur. Et là, ce type de projet-là, effectivement, c'est permis de construire, évaluation environnementale, enquête publique, évidemment. On va passer à la suite. Donc, je vous le disais, je le dis en plaisantant, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une zone A, mais effectivement, c'est assez encadré par les textes. Donc, les zones A des plans locaux d'urbanisme, ce sont des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. Et donc, effectivement, sont autorisées de droit, assez classiquement, les installations et constructions qui sont nécessaires à l'exploitation agricole. Ça, il faut l'entendre comme les installations et constructions qui sont liées à l'acte de production agricole.
Ce n'est pas une nécessité au sens large, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire à l'activité agricole en tant que telle. Donc, les bâtiments agricoles, pour être caricatural. Mais les équipements collectifs, comme je le disais, sont également autorisés dans une zone agricole, mais à condition que leur installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, et qu'elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Et ça, c'est vraiment le point que nous, on regarde en instruction avant d'autoriser ou de refuser un tel projet. Donc, si on passe à la zone N très rapidement, c'est le même régime d'autorisation. Donc, installation nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière, puisque je le rappelle, il peut y avoir de l'agriculture en zone N, ce n'est pas uniquement une zone naturelle. Et les équipements collectifs sont autorisables, à condition de ne pas être strictement interdits par le PLU, comme je disais tout à l'heure, dans les mêmes conditions. Et donc, les zones naturelles, ce sont des zones, cette fois, qui sont à protéger, soit pour des raisons environnementales, soit pour la prévention des risques, soit parce qu'il y a une activité forestière. Alors, je vais vous parler maintenant des projets PV au sol en zone A et N. Et donc, la loi APER et les décrets d'application qui ont suivi en 2023-2024 ont vraiment posé un cadre maintenant qui est détaillé et qui nous permet de savoir vraiment où on en est pour autoriser un projet. Donc, il faut bien distinguer, d'une part, le PV au sol en zone A et N et l'agrivoltaïsme. Donc, je vous parlerai d'agrivoltaïsme tout de suite après. Mais si on parle de PV au sol classique en zone A et N, on parle là en fait d'un projet énergétique, c'est-à-dire un projet qui n'a pas de vocation agricole. L'objectif, c'est d'installer des panneaux solaires pour produire de l'électricité sur une zone A ou N. Et dans ce cas-là, la condition, comme je le disais tout à l'heure, au titre de la compatibilité avec l'activité agricole ou la préservation des espaces naturels, etc., la condition qui est très stricte, c'est que ce projet se fasse sur un terrain qui n'est plus en exploitation agricole. S'il est exploité, c'est impossible au titre d'un projet énergétique, puisque comme je vous le disais, les équipements collectifs doivent être compatibles avec l'activité. Donc on ne peut les mettre que là où il n'y a pas d'activité. Et la loi APER et son décret d'application du 8 avril 2024 ont précisé les choses. Donc, on l'a maintenant à l'article L111-29 du Code de l'urbanisme. Il faut que les terrains ne soient pas exploités depuis 2013 et qu'ils soient identifiés dans un document de référence qu'on appelle le document cadre. Donc, vous avez ici l'exemple du document cadre des Côtes d'Armor qui a été arrêté en fin d'année dernière et qui est donc exécutoire. Ce qui fait que pour autoriser un projet, à condition qu'il ne soit pas interdit par une autre réglementation du type la loi littorale ou le PLU, etc., il faut comme condition préalable que la parcelle réponde aux dispositions de ce document cadre. Donc il y a un document graphique. Donc si la parcelle est dans le document graphique, ça répond à la commande, à condition qu'il n'y ait pas une réglementation supérieure qui l'interdise par ailleurs, évidemment. Mais il a un seuil surfacique, ce document graphique. Donc, il y a aussi des conditions littérales qui permettent d'examiner le projet en vue, le cas échéant, de son autorisation. Donc, il y a 14 conditions littérales, toutes soumises au même principe. Les parcelles en question doivent être incultes depuis 2013, enfin non exploitées depuis 2013, incultes ou non exploitées. Et parmi ces 14 conditions, vous retrouvez classiquement les sites et sols pollués, les anciennes carrières, etc., et les zones ad hoc des documents d'urbanisme. Donc, dans tous les cas, dépôt de la demande d'autorisation en mairie, qui la transmet au service de l'État, et l'accord ou le refus est signé par le préfet de département, comme tous les permis de construire énergétiques. Après consultation de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPENAF, qui rend un avis simple dans ce cas-là. Donc, on va passer maintenant à l'agrivoltaïsme. Donc, l'agrivoltaïsme, comme je le disais, c'est un projet agricole cette fois. Ce n'est pas un projet énergétique. C'est un projet dans lequel les panneaux solaires, en plus de produire de l'électricité, remplissent une fonction agricole au service de l'acte de production de l'exploitation. Donc là, le cadre est très détaillé.
Il est très fourni, on le retrouve dans le décret du 8 avril 2024. Rapidement, il doit, comme première condition, rendre un service avéré à l'exploitation agricole, que ce soit l'amélioration du potentiel agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas, l'amélioration du bien-être animal, avec un jeu de scoring, puisqu'il faut rendre un service, ne pas entraver un autre totalement et ne pas entraver les deux derniers partiellement. Donc, vous voyez, c'est quand même très encadré. Il y a une autre condition qui est très importante, c'est que le revenu agricole doit être durable. C'est-à-dire qu'en fait, le revenu doit être maintenu dans le temps et c'est le revenu des productions agricoles. On ne peut pas ajouter le revenu électrique pour démontrer que l'exploitation est pérenne. Elle doit être pérenne indépendamment du revenu électrique, qui par ailleurs est un revenu, mais ce n'est pas avec ça qu'on juge que le projet est agrivoltaïque. Dans certains cas, il faut une zone témoin, donc ce n'est pas le cas pour l'élevage. Et il y a des possibilités de dérogation au maintien du revenu durable qui peuvent être déclarées par le préfet s'il y a eu des aléas, des mauvaises années, etc., des crises agricoles, etc., etc. Dans tous les cas, c'est un régime d'autorisation. Donc, il faut que le projet réponde à ces conditions. Et puis ensuite, il y a des modalités de contrôle qui, le cas échéant, peuvent conduire à amener le préfet à démanteler l'installation si elle ne répond pas à ces conditions qui sont ici énumérées une fois qu'elle est dans la phase de fonctionnement, d'exploitation. Donc, très rapidement, on va passer à la suite. Donc, comme je le disais, donc c'est un projet agricole, l'agrivoltaïsme. Donc, cette fois, ça relève de ce qui est nécessaire. Donc, comme c'est une installation nécessaire à l'activité agricole, elle peut donc trouver sa place, entre guillemets, de droit dans une zone AN dès lors qu'elle respecte toutes les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Elle peut être encadrée par le document d'urbanisme qui peut encadrer l'installation des bâtiments agricoles d'une manière générale. Donc il n'y a pas un régime différent pour l'agrivoltaïsme dans ce cadre-là. Mais en tout cas, ça a la destination agricole. Donc une fois qu'on a démontré le caractère nécessaire à l'exploitation du projet, ben, il trouve sa place de droit dans la zone agricole ou naturelle, le cas échéant. L'autorisation, elle est elle aussi délivrée par le préfet de département, après dépôt en mairie qui transmet au service de l'État. Et cette fois, l'avis de la CDPENAF est un avis conforme. Là, c'est important de l'avoir aussi en tête. Donc, vous voyez, c'est un régime qui est très, très encadré, même si c'est un projet agricole. Et je pense que j'en ai terminé sur le cadre réglementaire. Donc, pour aller plus loin, vous avez effectivement sur le site dédié de l'ADEME un observatoire de l'agrivoltaïsme. Donc là, c'est qu'une petite partie de ce que je vous ai présenté. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'y reporter pour avoir des définitions, un suivi des projets, etc. Et puis, je voulais aussi vous passer le message. Donc, mes collègues du service observation foncier et transition ont lancé une démarche de phase initiale pour les projets photovoltaïques au sol dans les Côtes d'Armor, à l'attention des porteurs de projets qui peuvent maintenant se reporter à un questionnaire amont pour faire une auto-évaluation de leur projet avant, le cas échéant, de poursuivre ou non les échanges avec les services de l'État jusqu'à l'autorisation. Donc vous avez le lien ici, et c'est intéressant aussi de le consulter. Ça reprend d'une autre manière un petit peu tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais concernant le PV au sol cette fois. Eh ben, merci beaucoup Nicolas pour t'être plié à l'exercice parfois pas facile de résumer un peu tout le cadre réglementaire qui peut être complexe hein, vu de l'extérieur entre les projets qui vont relever du document cadre, des projets vraiment purement agrivoltaïques dans un cadre réglementaire aussi spécifique. Je vois pas de questions dans la conversation pour l'instant. N'hésitez pas si ça vous vient plus tard. On a la chance en plus d'avoir un expert du sujet autour de la table. Donc voilà, ce n'est pas trop tard. On pourra prendre les questions un peu plus tard si besoin. Et sans plus attendre, du coup, on passe à la deuxième partie de la présentation. On va faire un petit focus cette fois sur ce qu'est une étude d'impact. Et je laisse la parole à Baudouin de chez Néodyme. Oui, bonjour donc à toutes et à tous. Donc, Baudouin Martens, Néodyme. Donc, on accompagne les porteurs de projets en énergie renouvelable notamment et en PV en particulier sur les obtentions des autorisations nécessaires au titre du Code de l'environnement.
Donc, comme le disait Nicolas à l'instant, il y a un cadre réglementaire au titre du Code de l'urbanisme pour les projets d'énergie renouvelable, et notamment pour le photovoltaïque. Et il y a également un cadre réglementaire sur la partie du Code de l'environnement qui a déjà été dit par Nicolas, donc c'est juste un petit rappel. Donc, en vertu d'un article du Code de l'environnement, quand on est sous les 300 kW crête, il n'y a pas de démarche Code de l'environnement, pour simplifier. Entre 300 kW crête et 1 MW crête, eh bien, on demande à l'administration, à l'autorité environnementale, si on doit faire une étude d'impact ou non. Et puis, à partir d'un mégawatt crête, eh bien, le porteur de projet doit absolument déposer une étude d'impact qui constitue une pièce du permis de construire. Voilà pour le cadre réglementaire. Si on revient sur la slide précédente, donc le R122.5 du Code de l'environnement précise le contenu de l'étude d'impact, sauf que ce contenu de l'étude d'impact, il n'est pas spécifique au projet solaire ou à d'autres projets, et donc c'est le même contenu qui est attendu pour un projet industriel, comme pour un projet d'énergie, comme pour un projet de route, de voie ferroviaire, un projet d'aéroport, une ICPE, eh bien c'est le même contenu réglementaire. Et donc du coup, eh bien, on doit l'adapter en fonction du projet. Donc c'est pour ça que le Code de l'environnement sur la slide suivante précise bien que le contenu de l'étude d'impact, il doit être proportionné en premier lieu à la sensibilité environnementale de la zone du projet, donc de la parcelle d'implantation, pour faire simple, mais il doit aussi être proportionné aux incidences qui sont prévisibles sur l'environnement. Donc tout le travail de l'étude d'impact va être de proportionner le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité du terrain et puis à la sensibilité des enjeux et des impacts qu'on va prédéterminer. Et puis, sur cette analyse-là, eh bien, on va prévoir les mesures pour rendre acceptable le projet. Si on passe sur la slide suivante, donc une étude d'impact, si on accepte les parties un petit peu réglementaires, un petit peu annexes, elle se compose en 3 parties. On va d'abord faire un état initial de l'environnement. On va décrire l'état actuel de l'environnement sur tout un tas de domaines, la biodiversité, la population, le patrimoine, le sol, l'eau, l'air, le climat, etc. Donc on va faire un état des lieux de la parcelle, de ses environs et du contexte environnemental dans lequel elle s'intègre. On va la proportionner, cet état initial. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura eu ce relevé de l'état initial, on présentera le projet. Et puis, une fois qu'on aura l'état des lieux, le projet, eh bien, on présentera au lecteur de l'étude d'impact l'analyse des incidences du projet sur le milieu dans lequel il s'intègre. Et puis, on proposera les mesures qui permettront son acceptabilité, c'est-à-dire de réduire les niveaux d'impact à un niveau résiduel acceptable. Donc, la première phase de l'étude d'impact, c'est l'état initial. Sur la slide suivante, cet état initial, eh bien, il doit prendre en compte tous les domaines. On n'a pas le droit de se dire j'ai pas de cours d'eau qui traverse ma parcelle, donc je ne ouvre même pas une partie eau dans mon étude d'impact. Je dois, dans une étude d'impact, on doit présenter l'intégralité des domaines de l'environnement. Le cadre physique avec le sol, le sous-sol, les eaux superficielles, les eaux souterraines, le cadre naturel, notamment avec la faune, la flore, les corridors écologiques, les zones humides, le contexte humain dans lequel la parcelle s'intègre. Est-ce qu'il y a des habitations? Est-ce qu'on est proche d'un bourg? Est-ce qu'on est loin des bourgs? Est-ce qu'on est à côté d'un ERP, voire d'un ERP sensible? Tout ça, on doit le présenter. Est-ce qu'il y a des risques naturels, mouvements de terrain, inondations? Est-ce qu'on a un risque technologique, une ICPE Céveso à côté, par exemple? Et puis, bien sûr, est-ce qu'on a du patrimoine culturel protégé ou non à proximité du terrain? Cet état initial, il doit vraiment concerner tous les domaines. Et à la fin de l'état initial, eh bien, en fonction de ce qu'on a détecté, de ce qu'on a identifié, on va pouvoir le classer. On va avoir des niveaux d'enjeu, d'un niveau positif jusqu'à un niveau majeur. Ça ne veut pas dire que le projet aura un impact fort, moyen, nul, faible, majeur sur le domaine de l'environnement précis. Ça veut dire que l'état de la parcelle nous amène à un niveau d'enjeu.
Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a deux choses à voir particulièrement sur un état initial. J'ai dit qu'il fallait examiner tous les domaines. Bien entendu, étant donné qu'on proportionne, on va aller plus loin sur deux domaines spécifiques sur la partie naturaliste. Donc, sur la partie naturaliste, c'est la composante la plus étendue de l'étude d'impact, tout simplement parce que le code de l'environnement, dans une autre partie, précise bien qu'on n'a pas le droit de détruire, on n'a pas le droit de dégrader, on n'a pas le droit de déplacer, on n'a pas le droit de porter atteinte à des espèces qui sont protégées, que ce soit des espèces végétales, des espèces animales ou les habitats dans lesquels ces espèces animales ou végétales se développent, on n'a pas le droit d'y porter atteinte. Et donc, du coup, pour s'assurer qu'on n'y porte pas atteinte, eh bien, on doit faire des relevés naturalistes. Si on passe sur la slide suivante, les relevés naturalistes, ils sont faits par des entreprises qui sont spécialisées, des bureaux d'études naturalistes, et ils vont venir sur la parcelle sur les 4 saisons, hiver, printemps, été, automne, parce que selon la saison, eh bien, on ne va pas pouvoir détecter les mêmes espèces. Je vous ai mis quelques exemples. Les cycles biologiques des espèces ne sont pas les mêmes. La flore, eh bien, on le voit actuellement, il n'y a pas beaucoup de flore actuellement, mais ça va se réveiller dans quelques semaines. Donc, en quelques semaines, on va pouvoir avoir une bonne palette végétale qui va permettre de savoir si on a des espèces protégées. Les reptiles vivent plutôt en été, en tout cas, ils vivent toute l'année, mais on les inventorie, on les identifie plus facilement en été. Les oiseaux, on les voit toute l'année, sauf que ce n'est pas les mêmes oiseaux, hein. Les hirondelles ne vont pas tarder à arriver et elles repartiront en septembre ou en octobre de l'année prochaine. Eh bien, on a des oiseaux qui sont hivernants, on a des oiseaux qui sont migrateurs, et puis on a des oiseaux qui sont inféodés, et donc qu'on voit toute l'année, des passereaux ou des rouges-gorges, ou ce genre d'animaux, des oiseaux-là. Les amphibiens, c'est pareil, ils sont là toute l'année, sauf qu'on les voit bien en mars parce que c'est leur période d'activité. Et donc, les bionaturalistes vont faire des relevés en fonction des périodes, en fonction du taxon à identifier. De la même manière, sur cette étude naturaliste, on va faire une étude des zones humides. Généralement, là, on est dans la période qui est vraiment favorable et qui s'étale sur les 2 ou 3 prochains mois jusqu'au milieu du printemps, pour voir s'il y a une zone humide. Le deuxième domaine, donc on va faire des cartographies, hein. Je vous ai mis 2 exemples. À gauche, on fait des enjeux faibles, des enjeux moyens, des enjeux forts en fonction des relevés. Et puis à droite, eh bien, on identifie les zones humides. Où est-ce qu'on a une zone humide sur un parcelle? Le deuxième domaine de l'état initial, c'est la partie paysagère. Donc on va venir identifier sur des cartographies si on a un élément de patrimoine qui est protégé au titre des monuments historiques, mais pas que des monuments historiques, hein, aussi des sites classés et des sites inscrits. Et si on a des vues qui sont possibles du monument vers la parcelle. Une fois que cet état initial-là il est terminé, eh bien, on va venir présenter le projet sur la slide suivante. Alors, ça, c'est les points de vue pour identifier les enjeux faibles, modérés et forts des points de vue en fonction des habitations ou alors des éléments de patrimoine. Vous voyez, on a pris des petits éléments, des PDV qui sont ici. Et depuis ces points de vue-là, eh bien, on vient voir si on voit sur la parcelle ou si de la parcelle, on voit l'habitation. Donc, la deuxième partie de l'étude d'impact, eh bien, c'est la présentation du projet. Le porteur du projet, quand il vient vers un bureau comme le nôtre, un bureau d'études comme le nôtre, il a un projet, il a rempli la parcelle globalement avec des rangs de panneaux solaires. Nous, on a fait l'état initial, on a fait un relevé de contraintes. Eh bien, ça permet au porteur de projet de reprendre le projet initial et puis de prendre en compte les contraintes pour justement commencer à éviter certains secteurs qui seraient rédhibitoires pour le projet. Et donc, du coup, il va y avoir une version 2, version 3, version 4 du projet, où le porteur du projet va éviter un endroit où vivent les amphibiens, un endroit où il y a une zone humide, un endroit où on a une canalisation de gaz qui passe sous le sol avec une servitude, un endroit où on va avoir un boisement et donc du coup on va avoir des ombres qui ne vont pas permettre la production solaire. Tout ça, eh bien, le porteur de projet, il prend en compte l'état initial de l'environnement pour retravailler son projet. Et dans cette partie 2 d'état initial, de l'étude d'impact, pardon, eh bien, tout le jeu va être de faire montrer au lecteur de l'étude d'impact qu'on a pris en compte l'environnement et qu'on a déjà pris en compte toutes les solutions, toutes les contraintes possibles pour revoir le projet de moindre impact. Sur la troisième partie, une fois qu'on a présenté le projet final avec ses variantes,
eh bien, on va faire l'analyse finale des impacts, c'est-à-dire la sensibilité de l'état initial, quel est le projet final qui est retenu et quels sont ses impacts résiduels. Les impacts, on les utilise généralement, on les identifie en les impacts directs et les impacts indirects. On peut avoir un impact direct, par exemple, sur le dérangement d'une espèce, sur une visibilité depuis une habitation. Et puis, on peut avoir un impact indirect, c'est-à-dire que c'était un terrain de chasse pour un prédateur, la parcelle, et bien le fait qu'elle soit occupée désormais, et bien du coup, on a modifié les proies, la disponibilité des proies, et bien indirectement, forcément, moins de proies veut dire que le prédateur va avoir plus de mal à se nourrir. On va aussi voir les impacts temporaires et permanents. Un impact temporaire, c'est pendant une durée courte, c'est-à-dire on va avoir du trafic routier pour ramener les panneaux solaires, pour ramener les pieux pour l'installation. Mais après, une fois que le parc photovoltaïque est en exploitation, il n'y a plus de trafic routier, donc c'est un impact temporaire. Sur cette analyse des impacts, si on passe sur la slide suivante, eh bien, encore une fois, puisqu'on a dit qu'on avait proportionné et qu'on avait mis un focus sur la partie biodiversité et paysage, eh bien, sur l'étude des impacts, c'est pareil. On vient faire une étude d'impact, une analyse des impacts plus importante sur la partie biodiversité et paysage. Et c'est là qu'on va proposer des mesures. Faire, par exemple, des clôtures qui sont perméables à certains animaux. Dans l'enceinte du parc, recréer des micro-habitats, donc des micro-habitats pour que les espèces qui hibernent puissent se reposer ici, ou alors des espaces empierrés pour que les reptiles puissent s'y reposer pendant une partie de leur cycle de vie. On peut aussi proposer d'autres mesures sur la slide suivante, de décaler les travaux, c'est-à-dire qu'on a une période de l'année où on a beaucoup de flore, beaucoup de faune qui fréquentent le terrain. Eh bien, on va faire les travaux les plus impactants, c'est-à-dire la pose des structures, la pose des panneaux solaires, pendant la période la plus favorable. Voilà, septembre, octobre, novembre, un petit peu avant, un petit peu après. On va baliser préventivement le chantier pour que les espèces ne puissent pas venir sur le terrain. Donc, on va mettre des barrières autour, des barrières perméables aux amphibiens notamment, etc., etc. La deuxième chose où on va faire l'analyse des études, c'est bien sûr la partie paysagère, puisqu'on a déterminé des points de vue. Eh bien, alors ça ne se voit pas beaucoup sur la slide qui est ici, mais vous pourrez zoomer quand vous l'aurez à disposition. On a un point de vue depuis une route qui permet de voir tout le terrain. Et puis sur le deuxième, eh bien, on a un point de vue où on a les panneaux qui sont posés. Donc on voit les panneaux sur la photo du milieu, en tout cas à peu près, on distingue. Et puis sur la troisième, eh bien, on va planter une haie et puis on va montrer la visibilité dans 5 ou 10 ans, quand la haie aura poussé. Tout ça nous permet, sur la slide suivante, donc, pardon, sur la slide précédente, je suis désolé, une fois qu'on a fait l'analyse de l'impact du projet en fonction de sa sensibilité et du projet, on vient prendre les mesures nécessaires, on analyse les mesures nécessaires, on les propose et on arrive sur un impact résiduel avec les mesures. Et enfin, pour finir, cette étude d'impact-là, elle est très cadrée réglementairement et donc du coup, il y a d'autres choses qui interviennent. Il y a un résumé non technique pour que tout le monde puisse en prendre connaissance sans rentrer dans le détail vraiment domaine par domaine. Et puis, on doit aussi proposer d'autres études que je vous ai passées ici, des effets cumulés avec d'autres projets, les effets sur le changement climatique, le bilan carbone du projet. Et enfin, pour terminer, comme je le disais en introduction, qui revient juste une dernière seconde sur ça. L'étude d'impact, elle est déposée dans le cadre du permis de construire, donc en PC11, et donc du coup, finalement, elle suit le cheminement de l'instruction du permis de construire. Elle n'a pas son instruction propre. Elle est instruite par des services spécialisés, mais dans le cadre du permis de construire. Et les parties prenantes que sont l'armée, la DDT, la DRAC, le SDIS, vont chacun donner un avis dans leur domaine de compétences. Et in fine, eh bien, il faut bien se rendre compte que l'avis le plus attendu, c'est celui de l'autorité environnementale qui va donner un avis sur la valeur et sur la qualité de l'étude d'impact. Et c'est notre principal avis dans une étude d'impact pour le reprendre éventuellement. Voilà, c'était un petit peu dense. N'hésitez pas à revenir sur les slides pour plus de consultations. Merci. Merci beaucoup, Baudouin. Oui, ça permet de poser bien tous les enjeux d'une étude d'impact et un peu toutes les questions qui se posent dans ce cadre-là. J'aimerais bien te poser une petite question. Bien sûr. C'est
Donc là, on parle, enfin, on va dire que tous les projets passent un peu par cette moulinette de l'étude d'impact. Vous, chez Neodim, on parle pas des projets qui sont abandonnés. Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu quelle proportion de projets que vous analysez, que vous étudiez, vont pas voir le jour parce que on se rend compte que l'impact va être trop important et ça va pas pouvoir se faire? Est-ce que c'est un projet sur 2? Est-ce que c'est un projet sur 10? Voilà, je sais pas si tu peux C'est nous une très donner un bonne peu un ordre question. d'idée. C'est une très bonne question parce que pour nous, pour les bureaux d'études, sur la partie commerciale, c'est un enjeu très important. Quand on fait un devis, quand un porteur de projet vient vers nous en disant j'ai ce terrain-là, j'aimerais faire du solaire dessus, on va lui faire un devis pour nos prestations. Et bien en fait, on fait un devis en 2 étapes. On fait un devis état initial, où on fait tout l'état initial de l'environnement, les relevés zones humides, les relevés faune flore et tout ça. Et à la fin, le porteur de projet, il analyse l'état initial et parfois il nous dit, bah, en fait, c'est rédhibitoire. Le terrain, il est tellement intéressant en termes de biodiversité, de zones humides, il y a une telle contrainte foncière, une telle servitude d'urbanisme que finalement, je vais abandonner mon projet et je ne vais même pas déclencher la phase 2. C'est-à-dire qu'on va arrêter à l'état initial. Je dirais que c'est à peu près un projet sur 4 ou sur 5 qui ne va pas plus loin que l'état initial et sur lequel on n'analyse même pas les impacts parce que le porteur du projet considère que c'est rédhibitoire. Je ne te cache pas aussi que les porteurs de projet, avant de lancer des études auprès de bureaux d'études et avant de contractualiser le foncier avec le propriétaire, ils font un dérisquage en amont. Ils ont déjà consulté les éléments du patrimoine naturel. Ils ont déjà regardé s'il y avait des servitudes d'urbanisme. Ils ont déjà regardé s'il y avait des habitations. Donc en fait, ils ont déjà dérisqué le projet avant de confier à quelqu'un une étude d'impact en état initial. Sur la partie agrivoltaïsme, juste pour terminer, on a des nouveaux porteurs de projets qui viennent vers nous, des gens qu'on ne voyait pas forcément avant, et parce que, eh bien, ils s'adressent à un foncier qui est tenu par des exploitants agricoles, par des propriétaires agricoles. Et donc, du coup, eh bien, ça lève un petit peu plus la contrainte parce que les étendues sont plus importantes, le foncier est plus important, et donc même s'il y a des contraintes fortes sur le foncier, eh bien, il reste quand même suffisamment d'hectares pour que le projet soit rentable in fine. Voilà, OK, bah, merci beaucoup pour cette précision. avec plaisir. Eh bien, maintenant qu'on a un peu, balayé, la partie réglementaire, du sujet, on vous propose un petit retour d'expérience, du projet Docaloc et Jean, je te passe la parole. Merci. Donc oui, à mon tour donc ça va être bien complémentaire par rapport aux dernières interventions. On va se concentrer sur un projet qu'on est en train de construire actuellement, qui rentre dans sa dernière phase de construction et qu'on espère mettre en service prochainement. Mais rapidement, juste 2 slides pour introduire IUL. Donc nous, IUL, on est producteur d'électricité. On existe depuis 2004 et donc on produit l'électricité via le photovoltaïque, des centrales photovoltaïques qu'on va présenter comme aujourd'hui, des toitures, des ombrières, mais également des parcs éoliens. Et donc aujourd'hui, le siège social de IEL, c'est Saint-Brieuc, construction à Rennes et les parties toiture à Nantes. Donc ce qui est important, c'est que nous, en phase développement, tous les engagements qu'on va pouvoir prendre dans les études, dans les dossiers administratifs, et ben après, ça va être de faire poursuivre justement ces engagements, à la fois pour nos collègues de la construction et à la fois après pour les collègues de l'exploitation, parce qu'on le verra après, des mesures environnementales, c'est sur toute la durée de vie des projets. Et donc IEL, donc on travaille sur toute la partie Grand Ouest de la France et aujourd'hui on a 19 parcs éoliens en exploitation, 17 centrales solaires au sol et plus de 700 toitures et ombrières solaires en service et en maintenance. Et donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le projet d'Ocaloc, donc sur le secteur de Dinan Agglomération. Euh, donc, on est sur le projet, donc il est sur un ancien camp militaire. Donc, c'est l'ancien camp militaire d'Ocaloc. On peut le voir là sur la vue aérienne. En fait, c'est toute la partie qui est en friche où on voit il y a des trouées à l'intérieur. Donc, ça fait 100 hectares et vous le voyez par rapport à la superficie de la commune d'Ocaloc, c'est quand même assez important.
Et c'était donc un site historique de la commune. Donc tout l'objectif, tout le développement, ça a été de réussir à développer le meilleur projet, trouver le meilleur compromis, que ce soit sur la partie environnementale, paysagère, mais également concertation, intégration avec le public. Et donc on était arrivé donc sur un site qui anciennement était un camp militaire. Puis après, donc il y a eu un projet de création de golf donc qui avait démarré avec en démarrage de chantier. Donc on est arrivé sur un terrain qui avait été beaucoup modifié par le passé, on va dire anthropisé, mais à la fois aussi la nature avait repris ses droits. Donc c'était tout l'enjeu du développement de ce projet et donc des études qui ont été menées par les différents bureaux d'études. Donc là, c'est des petites photos pour vous montrer justement mon propos sur la partie anthropisée. Il y a un ancien bâtiment militaire, donc un stand de tir qui est encore existant. Il y avait des bassins artificiels qui avaient été creusés dans le cadre du golf parce que l'objectif c'était de faire un golf avec hôtel, bassin artificiel, etc. C'était un gros projet quand même. Et également, il y avait eu des percées dans la végétation qui avaient été déjà réalisées. Donc nous, l'objectif dans le dossier, ça a été de prendre tout ça en compte et de voir comment on pouvait adapter au mieux le projet sur cet environnement. Et donc le projet final, après, donc là, c'est les grandes lignes du projet. On va se concentrer derrière sur vraiment l'insertion environnementale, mais aussi ce que je souhaitais indiquer, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il n'y a pas un projet qui se ressemble. Voilà. Il y a les divers projets, diverses mesures. L'objectif, c'est vraiment d'adapter le projet à son environnement propre. Voilà. On peut difficilement standardiser un projet de ce type-là. Et là, en l'occurrence, donc le projet d'Okalux, c'est un projet qui est quand même assez ambitieux et qui recoupe plusieurs volets. Donc, c'est un choix qu'on a fait au sein d'IUL et aussi avec Dino Agglomération, les élus aussi de la commune d'Okalux. Donc, le projet, c'est quoi? C'est production d'énergie renouvelable via du photovoltaïque au sol, valorisation des espaces naturels, notamment avec un plan de gestion avec le parc naturel régional de Rance-Émeraude, qui était en cours de création quand on a débuté le projet. Donc sur la partie solaire, donc on a 28,5 MW de puissance installée, 32 gigawattheures en production d'électricité. Et après également, donc je vous le disais au début, c'est un site quand même historique par rapport à la commune de Caloc, qui est fermé, qui est un site privé depuis des années. Donc en travaillant avec le bureau d'études et le territoire, le souhait ça a été de l'ouvrir au public et donc d'en faire, en partenariat avec le PNR, donc créer un observatoire de biodiversité. On a aussi des voies douces qui vont être installées pour voilà, pouvoir se balader proche de la centrale, des panneaux de pédagogie sur la centrale photovoltaïque, voilà, plein de choses. L'objectif, c'est de faire vivre le site, mais tout en respectant justement les enjeux qui voilà, inhérents au site, notamment sur la zone nord, dont on verra tout à l'heure, qui recoupait le plus d'enjeux. Donc un dossier, donc comme le disait Baudouin juste avant, donc une étude d'impact, c'est un dossier assez conséquent, il y a beaucoup d'intervenants. Donc là, voilà, j'aurais pu vous parler des heures de ce projet-là, mais on va se concentrer déjà sur la partie environnementale. Donc nous, IUL, pour ces dossiers-là, on s'appuie sur des bureaux d'études experts indépendants qui vont analyser toujours tous les volets de l'étude d'impact. Et là, en l'occurrence, il y a eu pas mal de bureaux d'études qui ont travaillé sur le dossier et dont Neodim justement pour la coordination, la rédaction de l'étude d'impact. Et donc là, on va se concentrer plutôt sur l'étude environnementale, donc qui a été réalisée par le bureau d'études Téma Environnement. Et l'objectif, moi, ça va être de vous montrer comment on a adapté le projet à son environnement et quelles mesures on a mis en place. Donc sur la partie environnementale, donc ça regroupe un peu avec l'intervention précédente. L'étude, c'est sur un cycle biologique complet. Voilà, ça, on ne peut pas y couper sur les 4 saisons. Sur les stades, vous pouvez voir donc le tableau des sorties. Donc au total, il y a eu 17 campagnes de terrain qui ont été réalisées juste sur la partie environnementale. Là, ça compte pas la partie zone humide, paysagère. Donc 17 campagnes de terrain, 24 journées d'investigation et avec des analyses sur les différents taxons, que ce soit la flore, aussi la vie faune, les reptiles, etc. Et avec donc l'objectif, c'est le bureau d'études après, c'est sur un cycle biologique complet pour pouvoir avoir toutes les espèces. Et ça, c'est le tableau qui est au centre là, de la slide, où on peut voir justement les périodes favorables pour pouvoir justement contacter ces espèces et voir si elles sont présentes sur le site.
Donc, il y a les sorties naturalistes de nuit, des micros d'écoute, des plaques à reptiles. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très complet. On sait sur le bout des doigts après ce qui se passe sur le site. Et donc, suite à ces différentes sorties, donc le bureau d'études a défini différentes sensibilités sur le site. Et au final, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait, bah voilà, c'est divisé en trois parties, donc des enjeux forts, des enjeux modérés et des enjeux faibles. Et avec en fait des enjeux forts qu'on retrouvait majoritairement sur la partie nord. Pourquoi? Parce que la partie nord, en fait, c'est la partie qui a été la moins touchée par les utilisations précédentes. Notamment le camp militaire, les voies, les campements, c'était plutôt sur la partie sud. Donc on a retrouvé sur la partie nord des boisements plus anciens, donc propices justement pour les chauves-souris, pour également donc la bifaune forestière. Et également, donc, où il y avait des enjeux, c'est aussi sur une partie zone humide. Donc, il y a eu des zones humides qui ont été identifiées sur le site, des zones humides qui ont été dégradées dans le précédent projet de golf, des zones humides donc, qui ont disparu. Et tout l'objectif, ça a été de prendre tout ça en compte. Et au final, après cette hiérarchisation des différents enjeux, donc ça nous a permis d'adapter le projet et de voir les différentes mesures à mettre en place pour pouvoir trouver, comme je disais tout à l'heure, un meilleur compromis sur ce dossier et sur ce site. Donc on commence d'abord donc, sur la séquence après ERC, donc éviter, réduire, compenser. Donc il y a eu un très gros travail de fait sur la partie évitement. Voilà, parce que justement, et voilà, il y avait des enjeux, le site le permettait. On ne peut pas toujours éviter au maximum sur les sites. Voilà, c'est vraiment un bon dosage à avoir, et effectivement, des mesures proportionnées aux différents enjeux. Donc le choix qui a été fait, ça a été de faire d'éviter toute la partie nord du site, parce que justement, en plus, il y avait une voie qui traverse d'est en ouest, qui permet vraiment de faire la différenciation entre la partie nord et la partie sud. Donc ça a commencé par l'adaptation géographique. On a évité strictement toutes les zones à enjeu fort et toutes les zones humides du site. Il y avait 12 hectares de zones humides effectives et 20 hectares de zones humides à prendre en compte parce qu'on a dû éviter aussi les zones humides dégradées par le précédent projet. Et l'objectif, ça va être de retrouver des fonctionnalités sur ces zones humides. Donc il y a 74% de la superficie du camp qui est évitée. Donc sur les 100 hectares, in fine, derrière, on est à peu près à 30 hectares, voire un peu moins d'emprise photovoltaïque. Et également, donc, toutes ces zones évitées, donc on le voit sur les différentes images, ça a été, voilà, l'objectif, c'était de les mettre en défend pour qu'en phase travaux, et même après en phase d'exploitation, et ben, que ces zones-ci soient bien conservées et qu'il n'y ait pas voilà, de soucis pendant les travaux ou voilà, qu'il y ait des machines qui aillent sur des zones qui doivent être évitées, qui doivent être préservées. Donc sur la cartographie de droite, on voit donc la carte la synthèse des enjeux environnementaux et l'implantation photovoltaïque que vous pouvez voir avec les rectangles bleus. Donc, l'évitement va même jusqu'à éviter des zones à l'intérieur même de l'emprise de la centrale photovoltaïque. Et également, justement, sur la partie sud, on voit là sur la photo centrale, c'est des zones de milieu de fourré qui ont été évitées, qui sont propices justement à un certain type d'oiseaux. Donc concrètement, c'est les zones qu'on voit au sud-est qui ont été évitées dans le cadre du projet. Donc ça, c'est la première partie, donc la mesure d'évitement. Et également, oui, une mesure il y avait des amphibiens sur le site. C'est la première fois qu'on mettait ça en place. Ça a été conseillé par un environnementaliste. On a mis en place une barrière semi-perméable pour les amphibiens sur cette zone-là qui a été conservée, qui est assez importante, qui fait à peu près 3 hectares, voire un peu plus. Où en fait, cette barrière semi-perméable, ça permet aux amphibiens, avant travaux, pendant les travaux, de venir sur cette zone, d'aller se recueillir sur cette zone. Il y a à la fois de l'eau, il y a des espaces boisés, des espaces ouverts, donc il y a vraiment un cortège intéressant. Mais après, c'est semi-perméable parce qu'après, ils ne peuvent pas ressortir. Donc l'objectif pendant la première phase de travaux, ça a été qu'ils aillent dedans, qu'ils restent dans cette zone-ci. Et après, donc, vous verrez, après, on a fait les travaux en 2 ans. On a réouvert ce site-là pour que pendant 6 mois, il n'y a plus de travaux sur le site. Donc les amphibiens sont repassés sur tout l'ensemble du site. Et après, on a refermé cette barrière pour pouvoir justement leur permettre de retourner dans cet habitat pour éviter au maximum voilà, des désagréments sur le site. Et également, donc, en mesure d'évitement, c'est souvent l'adaptation temporelle des travaux. Donc on peut repasser à la mesure de réduction, juste la slide après. Donc après la mesure d'évitement, on a mis en place des mesures de réduction. Donc
Là, j'ai repris le même schéma que Baudouin là sur la partie clôture. Donc nous, on a mis en place sur tout l'ensemble du site donc des clôtures qui ont été surélevées en partie basse justement il y a plusieurs solutions, soit on fait des petits passages, soit on surélève, soit on met des mailles plus grosses. Voilà, là on a fait le choix d'utiliser ce type de clôture. Également, donc, il y a en plus de la zone que je vous montrais tout à l'heure, donc d'évitement, il y a des mares temporaires qui ont été créées, des mares aussi qui ont été restaurées. Donc ça, c'est juste la photo à droite. Donc il y a, voilà, même dans la construction même du projet, il n'y a pas que l'implantation des panneaux solaires, il y a toute une partie génie écologique aussi, hein, qui a été mise en place. Également, donc, il y a des habitats, des gîtes à reptiles et amphibiens qui ont été mis en place. Ça, c'est sur la photo en bas à gauche. Donc là, on voit des hibernaculums, donc des gîtes à reptiles qui ont été mis en place directement avec les matériaux du site. Donc l'écologue qui a suivi tout le chantier a dit, bah voilà, vous laissez ces matériaux-là, vous les évacuez pas, vous les mettez à tel ou tel endroit. C'est lui en fait qui a défini justement les endroits les plus propices pour ces zones. Et après, donc il y a eu un amas de branchages, de cailloux qui ont été mis en place pour pouvoir créer des gîtes à reptiles. Il y en a un certain nombre sur le site, notamment sur tout l'ensemble de la zone solaire. Et après, ici également, voilà, des mesures de réduction que, pour le coup, on met souvent en place quand c'est le cas. Voilà, la gestion des espèces exotiques envahissantes, notamment, on a beaucoup de laurier palme sur le site. Donc, l'objectif, ça va être de réussir à éradiquer cette espèce. Donc, voilà pour les mesures de réduction. Et après, donc, au final aussi, il y a eu des mesures de compensation qui ont été mises en place, notamment sur la partie nord du site, parce que c'était des zones quand même qu'on évitait, mais des zones où on pouvait réussir à retrouver alors une meilleure fonctionnalité environnementale. Il y avait des zones voilà, qui avaient été complètement ouvertes, mais de la mauvaise façon. Donc l'objectif, ça a été de retravailler ça. Donc une évolution du déboisement préservé. Donc finalement, si on va sanctuariser toute une zone, on parlait en première partie de la partie urbanisme. Donc là, le choix qui a été fait avec les élus, ça a été de consacrer la zone sud en zone solaire et la zone nord, elle a été classée en zone naturelle pour pouvoir la préserver, tout en sachant qu'à l'époque, le site, il était à urbaniser à vocation touristique. Voilà. Donc il y a 40 hectares finalement qu'on a rendus en zone naturelle. Et dans ces 40 hectares-là, voilà, on va faire de la restauration de milieux de landes et de forêts, de milieux forestiers, la gestion aussi des zones humides, des réouvertures. Voilà, tout ça sur toute la durée de vie du projet. Donc le génie écologique va continuer, va se poursuivre, même après la construction. Et justement, pour cette gestion environnementale, donc nous, en phase développement, on s'est rapproché de l'association Cœur Émeraude, qui était donc le syndicat de préfiguration du parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d'Émeraude. Euh, donc voilà, on a établi avec eux une convention, un partenariat, pour qu'ils puissent nous appuyer. Donc ils nous ont appuyés en partie études, un peu sur la partie construction, mais surtout ils nous appuieront sur la partie exploitation. Donc la mission qui est confiée au PNR, c'est de nous accompagner sur la gestion de l'espace naturel qu'on a créé là sur la partie nord, avec la mise en place d'un plan de gestion, voilà, sur le long terme, avec ce plan de gestion qui regroupera les différents acteurs du projet. Ce plan de gestion devra bien s'assurer du suivi des mesures environnementales voilà, qui sont indiquées dans les différents arrêtés. Et également, bah, voilà, de faire tout le suivi écologique du site, voilà, voir comment ça évolue. Et également, ils auront un rôle d'animation avec cette volonté de créer un observatoire de la biodiversité. Donc, ça fait partie des choses qu'ils exercent, c'est de pouvoir, donc en appui avec nous, euh, voilà, faire des visites de la centrale solaire, des espaces naturels, de voilà, montrer vraiment tout ce qui est fait sur ce site, tout ce qui a été mis en place, comment on a adapté le projet pour que, voilà, l'objectif, c'est vraiment que le projet il puisse vivre sur le long terme. En sachant qu'on a aussi des obligations de rendre justement des suivis à l'administration pour voilà, bien s'assurer que toutes les mesures sont mises en place et que ça fonctionne. Et enfin, donc toutes ces mesures que je vous ai présentées, ça a été un peu on va dire un casse-tête à tout mettre en place sur les travaux. Généralement, les constructions de centrales solaires, on fait ça en 6 mois. Et bien là, au Caleuc, on s'est adapté, on a fait une construction sur 2 ans. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des périodes qui étaient plus propices pour l'environnement qu'on a dû éviter. Je pense à la période de nidification ou la période aussi plus hivernale, vu qu'il y avait un enjeu amphibien sur le site. Donc, tout au long du projet, en fait, voilà, la première année, ça a été la préparation du site.
avec le nettoyage du site, la mise en place des mises en défend, des différentes mesures. Voilà, on le voit là sur le tableau, la mise en place des gîtes à reptiles, des gîtes à amphibiens, les mares, etc. Il y a eu tout un suivi aussi avec un sauvetage des amphibiens. Concrètement, les amphibiens et les reptiles qui ont été découverts en dehors de la zone propice pour eux, la zone centrale, là, et ben, l'écologue avait une dérogation pour pouvoir prendre ces reptiles ou ces amphibiens et les mettre dans la zone. Donc ça, c'était de septembre à novembre, cette première phase. Et ensuite, on peut passer à l'autre partie. Donc, il y a eu la phase purement construction de la centrale solaire, avec les travaux lourds, notamment les voiries et le battage des pieux, qui ont été faits dans les périodes favorables. Et après, actuellement, en cours, donc là, on est au mois de février, actuellement, il n'y a plus de grosses machines sur le site. C'est des opérateurs qui viennent connecter les panneaux entre eux. Les tranchées, les réseaux sont passés. Maintenant, on est plutôt sur la partie purement génie électrique. Et dans l'objectif, et on devrait y arriver, à mettre en service la centrale solaire d'ici le printemps. Et donc juste après, il y a une petite photo de ce que ça donne aujourd'hui. Voilà un peu en vue aérienne ce que ça donne. On le voit bien, voilà, c'est pas commun, je pense, de voir des centrales comme ça, où voilà, il y a eu le choix de se dire, bah, ok, il y a des zones où il y aura de l'ombrage, forcément, parce qu'il y a des zones préservées. Donc voilà ce que ça donne sur la partie sud, là, une vue aérienne que nos collègues de la construction viennent de nous envoyer. Donc voilà un peu concrètement comment traduire les différentes obligations, les différentes études dans un projet concret qui sera bientôt en service en Bretagne. Et donc n'hésitez pas, il y aura des visites d'organiser. Voilà, vous pourrez venir voir concrètement sur le terrain comment on s'y prend. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. On voit qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce projet. On a eu quelques petites questions. La première étant, est-ce que la SPV a été ouverte aux acteurs publics et ou citoyens pour favoriser la participation à la gouvernance locale et à la redistribution de la valeur créée au profit du territoire? Oui, oui, oui. Donc, bah, nous, chez IUL, justement, on a l'habitude de faire ça. Donc, dans le cadre du projet, généralement, sur nos projets, on met en place du financement participatif. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, ça, il ne s'est pas encore mis en place. On le met en place à la mise en service des projets. Et après, également, du coup, investissement participatif. Donc, c'est le cas sur différents projets. Aujourd'hui, sur ce projet-là, c'est en développement, c'est en étude. Mais notamment, on a l'habitude de travailler, par exemple, d'Inno Agglomération sur notre précédent projet sur RUCA, ils ont des parts dans le projet. Également aussi avec la SEM Énergie 22. Donc justement, nous, on travaille en collaboratif, on va plus loin que le financement participatif, on va sur l'investissement participatif. C'est des choses qu'on met en place, oui. Et sur quasiment Ok, systématiquement tous nos projets. ça marche, je te remercie. Une autre question, alors que je vais découvrir en même temps que toi. Bonjour, concernant la compensation mise en place, restauration de milieu, est-ce que des baux spécifiques sont mis en place pour sécuriser cette restauration sur le long terme? Par exemple, éviter que dans 10 ans, ces milieux soient supprimés suite au développement d'un nouveau projet. Exactement. Donc là, on met en place des conventions environnementales avec les propriétaires et ces conventions perdurent sur toute la durée de vie des projets. Après, c'est nous qui sommes responsables. Si c'est des zones où on doit compenser, finalement, il y a eu des choses de faites, et ben, l'administration reviendra vers nous. Voilà. Donc nous, on s'assure qu'il n'y ait pas de mouvement après sur ces sites. Et au-delà de juste les sanctuariser, qu'il n'y ait pas de gestion dessus, nous-mêmes, dans les mesures de compensation, il y a de la gestion à avoir sur ces zones. Donc c'est intégré sur toute la durée de vie du projet. Ok, je te remercie. Pour la dernière petite réaction, ah, on a encore des questions. Grégory qui posait la question sur l'ouverture de la SPE aux acteurs publics slash citoyens, fait la remarque sur le 35 à Quédillac, c'est IEL et que c'est un projet privé. Donc j'imagine que ça dépend des projets. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça. Non, non, oui, ça dépend des projets. Aujourd'hui, c'est un dossier qui est en cours d'instruction. Voilà, on est encore. Le développement des projets, c'est vraiment long. On est encore un peu aux prémices, mais c'est en étude chez nous. Ouais. Mais actuellement, voilà, c'est IUL 100%. Et pour finir, petite question sur l'entretien des zones où sont implantés les modules. Est-ce qu'il y aura de l'éco-pâturage? Est-ce qu'il y aura une intervention humaine pour entretenir ces zones
sur la Oui, durée donc du projet? oui, bah, c'est prévu, il y a de l'éco-pâturage qui va être mis en place. Euh, un éco-pâturage qui doit pas être trop intensif, qui doit trouver le meilleur compromis avec la gestion justement pré-réelle du site. Il y a eu un semis, hein, il y a eu 2 semis qui ont été faits en phase construction sur le site. Éco-pâturage et après, selon les besoins, sur la gestion environnementale, voilà, des actions humaines, plus pour le coup, sur les secteurs voilà, environnementaux, peut-être des branches à enlever, des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est au maximum l'éco-pâturage. Après, forcément, s'il y a des refus, il y aura une intervention mécanique. Et ça, pour le coup, c'est internalisé chez nous, chez IEL, et ça sera en partenariat avec le PNR. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour la réponse aux questions. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Je remercie nos 3 intervenants. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Ben, merci. Bonne journée à toutes et tous. Merci Merci. Au revoir. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée à tous.